Police Équipe, épisode sur l'actualité au 22 février 2026. Pas grand-chose à part les Shameless Plug. 25-26 février, donc de façon imminente, le Secure. Vous avez encore de l'espace pour vous enregistrer quelques bons panneaux, super trippants. Animé dans ce qui me concerne, plus de super sujets qui vont être abordés. 31 mars au 2 avril 2026, InCyber en Europe. 14 au 17 avril, le BotConf, à laquelle je vais participer parce que j'ai acheté mon billet cette année. J'ai promis pour avoir. 28 et 29 avril, la cyberconférence de CyberEcho, dans laquelle je vais aller enregistrer quelques podcasts. Du 9 au 17 mai, le Nordic également, enregistrer quelques podcasts, plus un panel sur la scène principale, j'ose espérer, encore cette année. 3 au 5 juin, le Styx, les billets ne sont pas encore ouverts, donc en tout cas, à ce que je sache. Donc, j'ai pas pu encore me faire attention pour pas le rater. Le 19 septembre, le B-Side, je vais enregistrer quelques podcasts, ça va être vraiment chouette, c'est vraiment très trippant. Et le InCyber Ottawa en décembre 2026. Commençons avec le premier bloc, l'intelligence artificielle, parce que c'est mon premier bloc préféré. Sécurité, une sous-section de sécurité, le code. Plusieurs éléments là-dedans sur le fait que, notamment, Anthropic a divulgué Cloud Code Security, qui est un bidule pour vérifier les failles de sécurité dans le code. Il s'est suivi une chute assez importante des stocks, des actions des compagnies en cybersécurité, ce qui est un mouvement un peu étrange en toute considération qu'on a énormément de problèmes de sécurité avec le AI. Donc de voir ce mouvement-là est un peu particulier, mais bon, bref, je ne sais pas ce que ça signifie réellement. Puisque, so far, le code ne s'est pas montré plus sécuritaire depuis que le AI est là, ou le vibe coding. Et notamment, Kevin Beaumont le souligne très bien sur Mastodon en disant justement que on va avoir une espèce de job security qui est là, puisque la quantité de vulnérabilité qui est répétée à cause du vibe coding dans GitHub notamment est assez impressionnante. Et en même temps, dans le même esprit, le AI aurait trouvé 12 vulnérabilités dans OpenSSL. C'est pas la première fois qu'on en parle de celui-là. Donc, tout ça ensemble donne un regard aux opposés de ce qui se passe. Ça va être intéressant de voir dans les prochaines semaines, prochains mois, comment tout ça va se dérouler. Le second sous-ensemble, ça est un peu particulier, puis je ne sais pas ce qui s'est passé chez Microsoft dans ce cas-ci. Deux publications. La première disant que Microsoft avait un blog qui notamment encourageait, si on veut, de faire le plagiat des œuvres d'Harry Potter, qui étaient classées par erreur comme étant de l'œuvre publique. Il y a un peu de cafouillage dans l'ensemble de l'histoire au sens où la personne qui a publié était complètement déconnectée de la réalité et clairement les contrôles de qualité avant la diffusion chez Microsoft ont raté d'intercepter ce manque de jugement-là parce que même s'il était marqué dans la base publique qui était justement libre de droit, la réalité c'est qu'il n'était pas libre de droit. Fait que n'importe qui aurait un peu de connaissance de son environnement là, s'en serait rendu compte. Bref, c'est un peu étrange. Et la deuxième, même chose, il semblerait que Microsoft aurait réutilisé une charte pour décrire comment fonctionne GitHub. Donc, la personne qui l'a fait s'en est rendu compte en le voyant dans différents éléments. Fait que c'est très particulier comme chose. Et c'est un rappel aussi qu'on est dans une drôle de croiser des chemins, si on veut, avec l'intelligence artificielle ou ce type d'usage non autorisé d'informations est très courante et donc amène à un certain nombre de débats de société et j'imagine de codes courts aussi dans lesquels on va tester la limite de la loi sur laquelle ces informations-là sont utilisées de façon non autorisée en quelque sorte, par erreur ou par malveillance, tout dépendant tout simplement des compagnies. Pour Ransomware Kill Chain, c'est intéressant, c'est Bruce Schneier qui a sorti une espèce de réflexion sur le kill chain du AI. C'est pas révolutionnaire en tant que tel, c'est pas surprenant, mais c'est une façon de le décrire, c'est intéressant de le décrire parce qu'une fois qu'on l'a mis sur papier et qu'on a décrit ces choses-là, on est capable de communiquer au plus grand nombre. C'est intéressant de l'avoir amené comme ça. Mais effectivement, toute la façon d'utiliser ce que lui appelle le promptware, de comment on peut utiliser les moteurs de AI pour aller plus loin, pour mener des attaques, pour mener une forme de volet offensif, si on veut.
Secure by Design dans l'ère du AI. C'est intéressant. Cet article-là est vraiment sur l'aspect plus physique de la sécurité, sur lequel, comme on a de plus en plus de centres de données desquels on dépend pour faire rouler ces technologies-là, il faut les penser de façon à être capable d'être plus résiliente, puisqu'on une partie de nos éléments de société qui s'appuient là-dessus, et s'ils tombent en panne, on est dans le pétrin. Mais en même temps, c'est un peu épeurant de savoir à quel point les gens et les compagnies s'appuient sur les AI pour fonctionner. Et à quel point tout ça est assez fragile. Fait que c'est un article qui remet ça en relief un peu. Cette fragilité-là qu'on est en train de se bâtir un peu trop rapidement de ce coup-ci. Des attaques, 3 articles de 3 articles, plus des papiers de recherche sur les attaques par side channel sur le LLM. C'est intéressant. Fait que vous irez voir si c'est des chemins que vous allez creuser. J'ai pas eu le temps de les lire, j'ai juste lu les abstracts pour le moment, mais je vais m'y mettre dans les prochains jours, semaines. Je trouve ça très intéressant de voir comment la recherche avance pour démontrer les faiblesses de ces systèmes-là, comme la crypto l'a fait aussi au niveau des side channels. C'est intéressant, c'est un modèle d'attaque très intéressant. Gentoo sort de GitHub parce qu'il ne veut pas être soumis à Copilot. Je trouve ça intéressant. Je mets la nouvelle là parce que je suis un fan fini de Gentoo. L'ayant utilisé énormément à mes débuts de mon apprentissage avec Linux. Donc, j'ai une petite place spéciale dans mon cœur par avoir travaillé énormément avec cette distro-là, pour avoir exploré, comprendre tout ce que ça entoure comme système. Donc, c'était une belle zone d'apprentissage pour moi, cette distro-là. Donc, je trouve ça intéressant de voir qui se lèvent contre et ne veulent pas se faire copiloter par GitHub en l'occurrence. Le Parlement européen interdit à ses législateurs d'utiliser les outils d'AI, ne sachant pas où les informations se retrouvent. C'est intéressant comme concept ou comme énoncé, puisque effectivement, on n'a aucune idée où c'est absorbé. Puis il y a eu des failles aussi cette semaine qui ont été relatées, qu'on va avoir plus loin, qui soulèvent des questions par rapport où l'information est traitée et qu'est-ce que les gens peuvent faire avec cette information qui est traitée. Donc, beaucoup d'ambiguïté. On vit sur des promesses qui sont loin d'être sûres d'être suivies par les grandes compagnies qui opèrent ces modèles-là. Le LLM génère des mots de passe faibles. J'ai trouvé ça très drôle comme nouvelle, puisque quand on sait comment fonctionne le LLM, c'est normal qu'ils vont générer des mots de passe faibles, puisque c'est une analyse statistique, c'est de l'inférence statistique. Donc, incidemment, ça va générer des mots de passe souvent les mêmes ou très proches ou sont basés sur des concepts déjà faits. Donc, c'est assez particulier comme élément, comme quoi que les gens ont pu penser ou imaginer que ça allait donner des bons mots de passe, au lieu des mots de passe générés par les voûtes de mots de passe en lesquels sont vraiment aléatoires et donc impossibles à retrouver. Le UK sort une loi pour augmenter la sécurité des chatbots ou en tout cas les restrictions par rapport à ce type de choses-là. Puis c'est un ensemble de lois aussi, on l'a vu, puis on va voir d'autres parts dans d'autres sections, où l'Angleterre rehausse un peu la sécurité. C'est notamment dû à toute la débâcle de Grok. Puis ça, c'est un peu intéressant de voir à quel point les grandes compagnies américaines jouent avec impunité. En l'occurrence, et cette arrogance-là va amener un mouvement contraire à ça, donc barrer essentiellement beaucoup de leurs services de l'extérieur des États-Unis. Bref, on est dans un drôle d'univers. PromptSpy, qui est une recherche qui a été faite par Reset, qui est très intéressante, serait un des premiers virus ou malware sur Android qui utiliserait de façon réelle, de façon sur le terrain, du Gen AI. Dans ce cas-ci, c'est Gemini qui est invoqué. Le malware l'utilise pour lire l'écran. C'est sa façon à lui, c'est d'avoir des captures d'écran et de les faire interpréter par Gemini. Donc, c'est la structure. Donc, c'est intéressant de le voir en application. Il s'est dit qu'ils n'ont pas attrapé aucun de ces virus-là dans la nature. Par ailleurs, ils voient des signes que ça serait probablement spécifié ou dirigé vers l'Argentine. Bref. Mais, au-delà de tout fait d'en avoir parlé énormément, on commence à avoir des réelles utilisations pour sauver du temps ou pour augmenter les capacités des malwares. Donc, ça c'est un beau cas qui est comme ça. Il y a une petite débâcle, c'est sur Reddit qui a été mentionné sur le fait qu'une personne pensait que Claude aurait fourni des documents d'une autre personne, des documents légaux d'une autre personne. Et le débat, puis je l'ai mis là parce que c'est intéressant parce que Claude génère des documents qui ont l'air tellement convaincants, nous donne l'impression que c'est des vrais documents qui auraient été appartenant à quelqu'un d'autre quand c'est vraiment des documents qui ont été générés. Et la recherche, puis
au-delà de s'être emballé comme ça. L'avocat qui est cité dans les choses, les différents éléments dedans, démontre que c'est vraiment des hallucinations, mais le document a tellement l'air vrai que la personne s'est laissé prendre au piège et s'est emballée avec ça. Et c'est un rappel aussi que le degré de qualité des informations qu'on a du AI est tellement grand que des fois, c'est très difficile de séparer du vrai du faux, donc de séparer les hallucinations qui vont avec ce type de choses. Donc, bref, il faut faire très attention. OpenClaw a été banni chez beaucoup de grandes compagnies d'AI ou dans d'autres compagnies, justement, par peur de dérapage de ces outils-là. Donc, quand les grands sont rendus à faire ça, ça veut dire que c'est un signe fort que c'est pas une technologie qui est mature. Même si OpenClaw a été rapatrié dans OpenAI récemment, puis on ne sait pas ce que ça va faire pour le moment là, de l'annonce publique, mais voir si ça va peut-être améliorer la qualité du code, souhaitons-le, mais pour le moment, c'est encore très dangereux, ces outils-là et ces grandes firmes-là, étant donné qu'ils ont beaucoup de propriété intellectuelle, ont très peur de les voir fuiter, donc refusent ou bannissent l'utilisation de l'outil OpenClaw et bref, les analyses de sécurité interne aussi ont démontré à quel point cet outil-là n'est pas encore mature au niveau cybersécurité pour être utilisé en entreprise. Une nouvelle qui est intéressante, des services d'Amazon auraient été supposément tombés à cause de leur coding AI qu'ils auraient mis à terre. Amazon le dément. La nouvelle est intéressante parce que là, tout le monde essaie de sauter le plus rapidement possible, mais ça va arriver que les agents AI vont finir par faire tomber. J'en parlais la semaine dernière, justement, que s'il y avait une potentialité de ce côté-là, sans dire que ceci c'est vrai ou qu'Amazon veut juste masquer un problème ou whatever. Mais c'est intéressant de voir la potentialité ou le fait que les gens le voient comme ça immédiatement. Donc, c'est intéressant de voir le changement de paradigme de perception et peut-être réellement aussi, comme Gartner mentionnait dans ce que j'ai dit la semaine passée. Puis justement, quand je parlais d'éléments de communication ou en tout cas étrange, Microsoft a connu un problème de sécurité avec Copilot Chat cette semaine qui, en soi, est minuscule en termes de portée quand on prend le temps d'analyser, puisque j'ai dû le faire pour des clients, de voir la portée est quand même petite sur le problème qui a été cité. Et le problème, et ce que Kevin Beaumont mentionne ici, c'est que Microsoft devrait utiliser de meilleure façon de communiquer parce que clairement, ça crée de l'ambiguïté et de l'inquiétude chez bien des gens, quand dans le réel, c'est une portée très minuscule comme problème et qui est inhérente au fonctionnement des agents AI. Donc, c'est pas si grave que ça. Il n'y a pas de dommages qui sont massifs ou de fuite de données massives en l'occurrence, mais certaines personnes qui ont été touchées par cette volet-là très, très précis. Il aurait dû avoir une meilleure explication. Puis, notamment pour moi, ça m'aurait évité de chercher quelques heures pour trouver comment et en quoi ça s'applique là, comme problème et éviter que certaines personnes de sécurité autour de moi s'énervent un peu trop rapidement pour des choses qui sont finalement pas si importantes que ça. Des employés d'OpenAI auraient levé une alarme sur le cas de mass shooting qu'il y a eu au Canada. C'est intéressant pour deux choses. Un, ils ont été capables de le détecter. Deux, ils ont décidé de ne pas communiquer ou de ne pas alerter les autorités que cette situation-là se passait. J'ai pas lu, l'article était en arrière d'un paywall, fait que j'ai pas pu voir au-delà du petit résumé. Mais je le mets là quand même parce que c'est intéressant de voir que ces compagnies-là ont la capacité de détecter et prennent des décisions d'alerter ou pas alerter. Et surtout dans un contexte où on va aux États-Unis où ces compagnies-là sont énormément utilisées pour détecter ou repérer des gens. Donc, sur ça un peu particulier qui ne l'ait pas fait là, je ne sais pas pour quelle raison. Ça sera particulier de voir, puis ça sera à creuser de voir à quel point ces compagnies-là ont un intérêt à agir pour protéger la vie et éviter que cette situation-là se reproduise, surtout au Canada où cette situation-là des tireurs fous est un peu plus, disons, un petit peu plus rare qu'aux États-Unis. Mais bon, bref, puis en espérant que ça puisse aussi alerter ou mettre un mécanisme qu'aux États-Unis, il y a des moyens pour détecter ces gens-là qui ont des intentions belliqueuses un peu plus rapidement, puis limiter la perte de vie humaine pour des choses qui auraient pu être arrêtées bien avant. Dernière nouvelle de cette section-là, c'est une personne qui plaide pour l'obscurité, sécurité par l'obscurité, ce qu'on appelle Dark Forest dans ce cas-ci. C'est très intéressant puisqu'elle amène le concept de Three Bodies. Bref, je ne me rappelle pas, je n'ai pas lu le livre en question ou vu l'adaptation télé. Mais
de masquer de plus en plus ce qu'on a justement pour éviter que les agents AI qui sont très rapides, très efficaces. Donc, lui, c'est son texte. Comme étant donné qu'on a des attaquants très rapides et efficaces, on n'a plus le luxe de laisser ouvert nos infrastructures comme on le fait là, donc d'être visible. Dans ce cas-ci, donc l'important, c'est de disparaître, d'être dans le dark forest, donc de ne pas faire de bruit, d'être discret et éviter justement de se faire attraper par les agents AI qui circulent sur Internet énormément. Il y a des. En tout cas, bref, une réflexion intéressante à avoir autour de ça. Je ne suis pas contre la sécurité vers l'obscurité. Il faut juste que ce soit bien fait pour plein de raisons. Lui démontre des approches intéressantes avec des concepts de crypto ou des choses comme ça. C'est intéressant de le voir évoluer comme ça. Mais ça change de paradigme. Ça va être intéressant de voir comment les choses vont se faire dans le temps. Bref, souveraineté numérique, section suivante. Là, c'est là, puis là, je ramasse plus dans ce bloc-là, pas nécessairement des choses de genre, je veux avoir mon infrastructure chez nous. Là, j'amène plus des affaires d'autorité nationale. L'Inde va appliquer une règle assez sévère que les médias sociaux devront retirer les contenus dits illégaux à l'intérieur de 3 heures ou détecter automatiquement les éléments de AI. Donc, c'est assez intéressant de voir à quel point le ton monte et que tout ça se bouge. Le UK, c'est la même chose. Maintenant, il va demander que le retrait d'images intimes non consensuelles en 48 heures. Donc, on a beaucoup de mouvements comme ça. On a le fait que la Grèce va bannir l'accès aux médias sociaux pour les enfants et ou les adolescents. Donc, on est vraiment dans un mouvement de fond de ce côté-là qui est intéressant de voir comment les choses changent. Comme je mentionnais un peu précédemment, le fait que Grok ou un peu l'arrogance des grandes compagnies américaines se place amène un mouvement de réaction qui est quand même assez grand et dans ce cas-ci va frapper de plein fouet ces compagnies-là avec des règles et beaucoup à l'extérieur du monde, même si c'est certain, vont plaider la censure. Le réel, c'est qu'il n'y a pas tant de censure que ça, que des règles d'application locale. Donc, c'est vraiment particulier de voir ce mouvement-là, mais en même temps, comme ces grands groupes-là ne sont pas capables de se discipliner, mais les législateurs vont être capables de faire ça. Puis c'est un peu l'article sur la Grèce mentionne ça, que il dit essentiellement comme le dialogue avec les médias sociaux ont été non fructueux, ben c'est au temps du législateur d'agir et de mettre des lois qui sont conséquentes avec les philosophies et l'approche sociale qui est par rapport à ça. Et en parallèle à ça, puis je ne l'ai pas j'ai pas mis dans les show notes parce que c'était pas nécessairement pertinent de le mettre comme dans ce que j'aborde, mais il y a des procès aux États-Unis à l'heure actuelle qui amènent ces situations-là à exposer. Fait que ça va être très intéressant ce qui va se passer dans les prochains mois, de voir comment tout va se reconfigurer dans le monde finalement. Les lois changent le paysage et il y a plusieurs poursuites importantes aux États-Unis qui vont probablement changer le paysage aussi. La nouvelle suivante, passe par, j'ai ramassé Kevin Beaumont, mais c'est l'Irlande va commencer à regarder Grok justement sur son production illégale de pornographie juvénile. Donc, c'est très particulier. Puis là, je trouve ça intéressant de voir que de plus en plus de pays vont emboîter le pas sur les enquêtes, les poursuites, et ainsi de suite, sur cette façon-là arrogante de faire de la pornographie juvénile, parce que c'est vraiment un drôle de concept. Globalement, fait que je trouve ça bien qu'il y a des pays qui se lèvent et qui vont agir de façon cohérente et forte par rapport à ce geste qui est tout à fait odieux de créer ces images pornographiques-là. L'Espagne demande à NordVPN et ProtonVPN de bloquer la Liga sur les sites pirates de la Liga. C'est un autre cas, puis ça, je le ramène aussi parce que c'est intéressant de voir parce que, le tribunal n'a pas amené les parties prenantes là. Ils ont juste écouté les revendications de la Liga et ont appliqué la demande d'arrêt. C'est une mauvaise compréhension du fonctionnement de la technologie. C'est drôle le moyen parce qu'il s'attaque juste à 2 gros fournisseurs VPN. Quand tous les petits ne sont pas touchés, ça va être, somme toute, inefficace comme moyen. Donc, c'est très particulier. C'est un manque de réflexion. Puis, je ne sais pas où les pays veulent aller avec ça. La même chicane qu'il y a eu avec Cloudflare en Italie, en France. Donc, toutes ces chicanes-là que le système légal s'en prend j'ai de la misère à saisir parce qu'elle n'atteint pas les vrais objectifs. Je comprends que, excusez, il y a des droits qui doivent être payés parce que tous ces systèmes-là fonctionnent. Mais est-ce que ces systèmes-là, bon, bref, ils ne sont peut-être pas embarqués dans l'élément social?
Mais donc, si on base sur le principe que la protection des droits d'auteur, mais effectivement, mais c'est peut-être pas le bon moyen pour y arriver ou d'y régler le problème. La Pologne bannit les autos chinoises de ses sites militaires. Il n'y a rien de très transcendant à cette nouvelle-là. C'est juste que les composants électroniques qui ont la capacité de surveiller ne sont pas autorisés. C'est un alignement avec les autres pratiques dans les autres pays de l'OTAN d'ailleurs aussi, justement pour avoir que les Chinois puissent avoir des images visuelles de ce qui se passe parce que les autos filment. En même temps, ça doit savoir aussi que les Tesla récupèrent, il y a aussi beaucoup d'autres types d'autos qui récupèrent des données. Donc, à terme, il faut voir comment on aborde la situation dans son ensemble. Le Texas poursuit TP-Link justement par les liens avec les Chinois. Justement, il semblerait que les données auraient été ramenées en Chine. C'est intéressant de voir le Texas très actif de ce côté-là, quand de l'autre côté, ils ne sont pas nécessairement toujours très présents dans la protection de la vie privée. Mais bon, bref, dans ce cas-ci, il y a quand même un élément intéressant dans lequel ils font. Microsoft dénie ce qu'un de ses représentants a dit devant la Cour du UK sur la Cour pénale internationale. Donc, c'est intéressant de voir que d'un côté, quand ils sont allés devant la Chambre des communes à Londres, le représentant de Microsoft a parlé de collaboration avec la Cour pénale internationale, quand finalement, dans la communication publique, Microsoft dit le contraire. C'est encore une histoire qui est très ambiguë en termes d'application, mais dans tous les cas, la Cour pénale internationale n'est plus avec Microsoft. Il a migré sur d'autres plateformes justement pour se soustraire à ces problèmes de souveraineté-là. Mais les vraies informations ne semblent pas vouloir concorder pour le moment. Un article très intéressant, un peu plus d'opinion sur la souveraineté numérique est intéressante parce qu'elle pose les bases de qu'est-ce qu'on veut arriver avec ça, comment on le fait et comment la souveraineté numérique se matérialise et au point où c'est pas juste genre mon pays, tout ça, mais c'est une définition beaucoup plus large où l'état de souveraineté pourrait être multidimensionnel et justement de vouloir se séparer de certains grands blocs, par exemple. Et ce qui fait que d'un point de vue canadien, le Canada pourrait adhérer à certains éléments dits souverains européens parce qu'il serait bienvenu de se joindre dans ce contexte-là pour avoir une forme d'équilibre ou avoir d'autres options. Donc, c'est intéressant comme regard. Je pense qu'on commence à avoir des discussions publiques de plus en plus intéressantes sur ce sujet-là parce que la souveraineté numérique, ça ne veut pas juste dire je ne veux pas d'Américains ou je ne veux pas de Chinois. C'est beaucoup plus nuancé que ça et on commence à avoir dans l'espace public des conversations excusez, ou des énoncés beaucoup plus nuancés. Je trouve ça excessivement intéressant comme situation. Les dernières nouvelles de ce bloc-là, fait en Europe, c'est une personne qui décide d'utiliser juste la stack technologique européenne pour faire son service. Il s'est rendu compte qu'il y a des services qui sont faciles, il y en a qui sont plus difficiles à migrer ou sont beaucoup plus chers, ou d'autres, c'est littéralement impossible d'utiliser ou parce qu'il n'y a pas d'équivalence ou ne sont pas satisfaisants en Europe. Donc, c'est très intéressant de le voir. Ce qui en sort pour lui, c'est une meilleure connaissance de sa stack technologique, donc ce que pas beaucoup de gens ont. Et ce qui est peut-être le plus important dans le volet de souveraineté, c'est de vraiment comprendre qu'est-ce qu'on fait et toute la chaîne d'approvisionnement de chacun des services dans lesquels on utilise. Donc, un élément instructif à travers ce qu'il a fait et d'amener justement la réflexion pour aller un petit peu plus loin sur la capacité à être souverain ou d'être plus autonome en termes de livraison des services technologiques et d'être moins dépendant d'un grand fournisseur américain, mais au moins de pouvoir répartir la charge différemment à ce moment-là, de voir comme ça. Section suivante, privacy. Je commence avec une nouvelle un peu troublante où il y aurait un site qui permet de reconnaître ce que nous autres on aime les cam girls, c'est-à-dire des femmes qui travaillent dans l'industrie du sexe et ou en tout cas dans OnlyFans ou ainsi de suite, et qui ne le diraient pas, et donc la capacité de repérer sur les sites de pornographie. Ça, c'est une photo que quelqu'un soumet sur ce site-là. C'est assez troublant parce que c'est une invasion à la vie privée qui est quand même assez importante. Pas que, là, on pourrait débattre sur le fait soit honnête, machin, mais dans les faits, ça met un certain nombre de femmes à risque, puisque c'est pas tous les hommes qui sont nécessairement bien intentionnés là-dedans. Au-delà de juste ne pas vouloir, ou en tout cas démasquer une femme avec qui on veut fréquenter, qui est sur ces environnements-là. L'autre côté, c'est qu'il y a beaucoup de prédateurs qui existent qui vont utiliser la même chose pour réussir à retrouver ou tracer ces femmes-là. Fait que c'est assez troublant comme service. Je suis comme un peu mal à l'aise du fonctionnement.
Et toute l'énorme quantité de données qu'on a nous amène dans des situations qui sont un peu plus troublantes comme celle-là. Donc, de chercher, mais en tout cas, bref. Il y aurait des courriels qui auraient fuité de chez Ring qui suggèrent que il voulait aller beaucoup plus loin que juste la recherche de chiens. Puis cet élément-là me mystifie un peu parce que je comprends pas le besoin absolu comme ça. Ou peut-être parce qu'à mon temps, on devait faire notre deuil, puis maintenant on est dans un contexte tout autre, où on est beaucoup plus fragile émotivement, puis on l'amène dans des contextes comme celui-là. Et que si on parle de notre chien, ben là, c'est la fin du monde. C'est toujours. C'est vrai que j'en ai un chien, là, je serais effectivement très triste. Mais là, de mettre en place des caméras de surveillance partout dans mon secteur pour arriver au fait que j'ai perdu mon chien, c'est un peu particulier. Je trouve ça un peu extrême par rapport à ce que c'est. Mais bon, rendu là, j'imagine des questions d'approche philosophique. Bref, j'essaie de ne pas perdre mon chien. Étape numéro 1. Mais bon, bref, c'est ça qui est ça. Certains chiens sont un peu moins disciplinés que d'autres. Bref, une publication sur Mastodon qui dit qu'essentiellement, Apple récupère les informations de télémétrie de iWork, notamment, même si on ferme les switches. Et en ça, c'est pas une grande révélation, mais c'est quand même un rappel qu'Apple n'est pas un joueur nécessairement en aide sur beaucoup de ses stratégies et beaucoup plus obscures. Donc, même si d'un côté, ils disent plaider beaucoup pour protéger les informations personnelles, ils ont certains petits aspects cachés qui sont peut-être un peu moins reluisants, comme ce genre de choses-là. C'est pas étonnant. Ou à une époque, quand ils avaient installé des filtres, quand ils avaient commencé à déployer les filtres sur le réseau, donc d'enlever les accès kernel pour un certain nombre de services, ils s'étaient rendu compte que les services d'Apple avaient des passe-droits, ce qui avait été dénoncé et corrigé. Mais c'est pas étonnant de leur part de se donner un traitement privilégié. Et n'importe quelle compagnie fait la même chose. Fait que c'est pas Apple qui est le plus méchant. Mais c'est une chose de s'assurer que quand on est jugé parti, généralement, c'est pas dans le meilleur bénéfice de tout le monde que ça fonctionne. C'est souvent plus dans les poches des gens qui travaillent dans ces compagnies-là qui sont avantagés. Article de Wired sur comment se protéger dans un monde de surveillance, comment s'organiser sécuritairement dans un monde de surveillance. L'article est intéressant. Moi, ne me transcende pas tant que ça. Je l'ai mis là parce qu'il est intéressant, parce que c'est en bonne partie des recommandations que je donne à quiconque de communiquer avec des outils chiffrés, d'être prudent, de ne pas laisser de traces. Fait que c'est des choses de gros bon sens d'un point de vue protection de l'information qui sont intéressantes d'avoir été ramenées dans un seul et même article. Brian Krebs publie le fait que si vous envoyez votre photo à LinkedIn pour vous identifier, avoir le petit crochet, votre information va être envoyée à plusieurs autres compagnies, notamment votre visage à plusieurs autres compagnies, notamment OpenAI, Anthropic, et il donne la liste au complet. Donc, ces sub-processors sont très présents. Donc, ça l'amène aussi beaucoup en plus, je parle de supply chain, mais c'est toujours un peu ça. À qui tu envoies vraiment l'information, qui va l'utiliser, puis qui va fuiter cette information-là parce qu'il n'aura pas sécurisé ces choses. C'est un peu particulier. C'est cette industrie-là qui est née, cette espèce de tentative de vouloir récupérer nos informations en ayant un petit crochet, en l'occurrence, donc particulier. 1,2 million de comptes du registraire des banques en France ont fuité. Dans les derniers mois, les Français sont vraiment pas chanceux. Ils ont connu énormément de fuites, autant des services publics que privés. J'ai beaucoup de sympathie pour mes amis français qui vivent dans ces contextes-là où leurs informations ont été pillées. Je trouve ça particulier que la France fasse autant les nouvelles que ça. Je ne sais pas si c'est peut-être parce que mon focus est plus là, où je suis plus attentif que par rapport à d'autres pays qui, je crois, qui sont aussi vulnérables que ça. Je ne peux pas croire que la France est dans une position aussi faible que ça. Plus que c'est peut-être un coup de malchance ou c'est des attaques organisées par des groupes criminels ou des acteurs étatiques qui en veulent vraiment à la France dernièrement. À travers les États-Unis, les gens détruisent les caméras de surveillance Flock. Ça fait état de ce que j'ai déjà parlé, puis c'est intéressant de voir qu'il y a un mouvement social qui s'organise de ce côté-là, à savoir à quel point je pense qu'ils ont poussé le bouchon un peu trop loin aux États-Unis
sur ce type de choses-là et ça amène une certaine forme de colère sociale qui est en train de s'exprimer, en ce cas-ci, dans la destruction, en désobéissance civile pour détruire ces caméras. Donc, on est dans un drôle d'univers de comment les choses se placent, à savoir est-ce que la désobéissance civile va être arrêtée d'une façon ou d'une autre, ça va être à voir, mais je trouve ça intéressant de voir comment la situation évolue et comment une compagnie qui voulait s'incruster partout aux États-Unis maintenant est un backlash important et qui amène des actions concrètes des citoyens. Dans la nouvelle section-là, au niveau de Discord, la vérification de l'âge qui a été commencée à être faite en Angleterre et qui voulait être étendue à l'ensemble de la planète semble créer d'énormes problèmes. Là aussi, un énorme backlash qui se matérialise. Donc, on est dans un univers où je crois que les compagnies, puis là, je parlais un peu que les grandes compagnies américaines agissent avec impunité et un peu d'arrogance. Je pense que cette époque-là est terminée. Je pense que les gens sont un peu ras-le-bol de ce type d'éléments-là. Donc, les choses vont changer. Je trouve ça intéressant de voir ça évoluer. Puis en même temps, c'est toute la difficulté de l'identité numérique, savoir identifier les personnes et tout ce que ça comporte, les fuites de données. Et donc, on est dans un univers complexe, puis je pense qu'on n'a pas encore réussi à trouver une façon simple, efficace et sécuritaire d'arriver à contrer ces éléments-là. Mais bref. Section suivante, rouge. Essentiellement, les registres, les registres open source des différentes saveurs de programmation. On n'a pas assez d'argent pour corriger les problèmes de sécurité. Le problème dans ces univers-là, c'est que malheureusement, on n'est pas prêt à financer correctement ou à la bonne hauteur les coûts associés à la sécurité. Donc, de s'assurer que les logiciels qui sont dans le registre sont sécuritaires et s'assurer que le registre lui-même est sécuritaire. On a vu beaucoup de problèmes dans les derniers mois, dernières années de ce côté-là avec des registres qui se font polluer par des codes malveillants ou des codes qui se font reprendre ou ainsi de suite. Donc, on est dans une situation complexe qui est sous-financée et on a des problèmes de financement. C'est un peu complexe. Il va falloir trouver des structures pour être capable de financer ça correctement. C'est pas gratuit. Ces systèmes-là, même si l'open source est quand même un don du logiciel dans la communauté, il faut quand même opérer les infrastructures inhérentes à ce type de technologie-là. Les gestionnaires de mots de passe infonuagiques sont pas nécessairement protégés. L'article démontre plusieurs problèmes que ces différentes compagnies, non trois en l'occurrence, qui ont des problèmes dans les mots de passe synchronisés. Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est juste de vous assurer quand que vous vous abonnez à un tel service, de sélectionner, de voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment et voir comment ces compagnies-là protègent de façon effective votre mot de passe, puisque s'ils vous la volent, vous êtes un peu foutu. Ici, je n'ai pas nécessairement de recommandations à faire que de juste de vous informer correctement et d'aider ceux dans votre entourage de faire des choix éclairés et d'aller vers les bons services. Nouvelle sur le fait que Exchange en 365 a filtré de façon non légitime de filtrer mis en quarantaine finalement. Et juste un rappel, parce que là, ça fait la nouvelle, puis le monde s'énerve un peu. Le fait qu'on a choisi d'être très dépendant de ce service-là est un choix. Après ça, si on n'est pas prêt à vivre avec le fait qu'il y aura des pannes ou des erreurs de cette nature-là à travers le temps, parce qu'il y en aura toujours, ce n'est pas un blâme sur Microsoft spécifiquement, parce que ces pannes-là se propagent un peu partout. On vit tous des pannes dans différents services, parce que ceux de Microsoft sont plus utilisés, sont plus visibles. Mais si on veut vraiment se soustraire à ces problèmes-là, ben, il faut nous-mêmes gérer nos propres infrastructures et pas les déléguer à autrui comme ça. Outre le fait qu'on peut avoir des compensations monétaires s'il y a de la non-disponibilité. Et d'être capable d'évaluer dans vos modèles de risque justement des indisponibilités de ces services-là et de ne pas juste déchirer votre chemise quand tout ça arrive et de le considérer comme étant une situation normale qui arrive dans tout. Là. Fait que c'est un peu fascinant que le monde charle, mais c'est vraiment pour ça c'est vraiment important de recadrer correctement le risque associé à l'usage d'un service comme M365 ou Google Workspace ou peu importe votre service de SaaS que vous utilisez qui a la potentialité de tomber, donc de perdre l'accès pendant une certaine période de temps. Puis je parlais plus haut du fait que ces infrastructures critiques intelligence artificielle les infrastructures sont moins bien protégées. Donc, dès lors, de penser qu'on pourrait couper le courant ou il pourrait y avoir quelque chose puis perdre plusieurs data centers d'intelligence artificielle, bien, c'est des questions à réfléchir et à considérer dans le plan de fonctionnement de votre entreprise
le nom de déchirer WatchMe, c'est parce que Claude ou OpenAI ou peu importe lequel tombe en panne pendant 1 heure l'après-midi. C'est pas la fin du monde, mais il faut voir comment cette réflexion se place et comment les plans de continuité sont faits. Puis j'ai pas vu personne parler de plan de continuité avec l'AI. Donc on se crée un énorme problème. Puis l'autre article est intéressant. Puis les attaquants, essentiellement, les attaquants trouvent toujours les mêmes problèmes de sécurité partout. Puis c'est un problème, c'est un peu ce que je chalais notamment dans des shorts, sur le fait qu'on est dans un drôle d'univers en cyber. On est juste là pour contrôler la qualité. Et le fait d'arriver avec le AI, par exemple, pour moi, est la 4e vague des mêmes problèmes que je vois réarriver. Donc, clairement, on n'a pas appris des expériences du passé et on répète encore les mêmes erreurs depuis les 40 dernières années. Donc, c'est un peu fascinant. Cet article-là nous remet ça, met ça de l'avant et savoir comment, je sais, je n'ai pas la solution, je veux être un spectateur de cette situation à laquelle je suis un peu confus et j'aimerais pouvoir avoir une façon de nous sortir de répéter le jour de la marmotte constamment. Là. C'est un peu capoté comme situation, puis de savoir est-ce que la société va s'effondrer parce que le AI va tomber parce qu'il est mal sécurisé. C'est des choses qui restent à voir. Finalement, dernière nouvelle de cette section-là, excusez, je suis fatigué. Grosse semaine. Un homme a eu accès à 7000 robots vacuum, les balayeuses robots, essentiellement celle de DJI. Ce qu'il a fait, c'est qu'il voulait commencer à s'amuser un peu avec ça. Il a commencé à jouer avec pas les API, mais il a fait du reverse engineering pour trouver que le mot de passe était codé en dur dans l'application, ce qui fait qu'il était capable de voir tous les robots, toutes les balayeuses de tout le monde. Donc, c'est une erreur de design très, très importante. Puis c'est quand je mentionne qu'on répète les mêmes erreurs, c'est des erreurs classiques, ça se refait encore, c'est encore des affaires comme ça. Puis pourtant, c'est pas une petite compagnie, là. C'est une très, très grosse compagnie. À ce moment-là, qu'il y avait des erreurs comme ça, c'est assez fascinant. Mais on est vraiment dans un univers où c'est vraiment mystérieux à quel point on n'apprend pas et on répète encore les mêmes erreurs. Bref, section bleue, le gouvernement de l'Angleterre ou du UK, UK c'est plus large que l'Angleterre, lance une campagne de publicité pour les PME essentiellement pour amener que les compagnies augmentent leur cybersécurité, comme quoi ils n'ont pas réussi à passer le message. Ils souhaitent que par cette campagne-là, sensibilisent les gens et aident à savoir qu'il y a des services gratuits, il y a des certifications, il y a plein de choses qui peuvent leur servir pour augmenter la maturité des PME et des entreprises. Surtout que Land Rover a succombé puis a nécessité que le gouvernement leur prête de l'argent pour repartir les usines. Donc, c'est assez particulier. Moi, je suis plus rendu du côté qu'on y devrait aller du côté santé publique, c'est-à-dire qu'il y a des affaires qui sont obligatoires, il y a des certifications obligatoires, il y a des choses qui doivent être faites de façon obligatoire parce que je pense qu'on n'y arrivera pas correctement. Puis avoir des infrastructures complètement brisées encore longtemps si on n'agit pas de façon plus musclée face à cette situation-là parce que les amendes du RGPD n'ont pas réussi à améliorer vraiment la situation. Ce genre de campagne-là, j'ose espérer que ça va marcher, mais je ne suis pas convaincu qu'on aura un haut taux de succès. Donc, je serais beaucoup plus que de façon légale, il y a une obligation quelque part, soit dans un registre ou de whatever, ou de quelque chose qui obligerait les compagnies à avoir un niveau minimal de sécurité pour augmenter le niveau de l'eau parce que ça n'a littéralement pas de sens, c'est rendu endémique comme problème. Bref, dernière nouvelle de cette section-là, Notepad++ a changé son modèle de mise à jour de son application, ce qu'il appelle un double lock. Essentiellement, ils ont mis des clés crypto, ils ont mieux designé les choses pour éviter la situation qu'ils ont malheureusement vécue pendant 6 mois l'an dernier. Dernière section divers et insolite, puis c'est vraiment divers et insolite. Beaucoup. Le ministre des Pays-Bas dit que le ministre de la Défense des Pays-Bas dit que les F-35 avaient déjà été breakés comme des iPhones. L'énoncé est très comique à sa face même. Par ailleurs, ça demande des ordinateurs, donc on serait potentiellement capable de le faire. Il n'y a personne qui peut confirmer ou infirmer absolument rien là-dessus. Mais c'est un drôle d'énoncé. Puis c'est peut-être un énoncé aussi politique face aux États-Unis pour leur rappeler hey, oh, calmez-vous dans vos actions. Ils montrent à quel point ils ne peuvent pas servir le levier pour dire qu'ils vont fermer les F-35 quand tu as ça qui existe. Et s'il dit, il y a probablement des travaux qui ont été faits de point de vue militaire dans un ou plusieurs pays. Donc,
Ça doit être intéressant. Fait que j'espère que ça va faire un peu peur aux Américains sur leur stratégie actuelle là, de non positive sur l'échelle mondiale. Euh, les États-Unis arrêtent de financer l'Internet Freedom. C'est plate un peu parce que c'était des entités à travers le monde qui permettaient justement de protéger un certain nombre d'actions de gens pour justement la liberté. Si on prend un exemple, c'est ça qui est un peu contradictoire, autant les États-Unis parlent de faire l'intervention en Iran, quand s'ils avaient financé ces organisations-là qui permettent de communiquer malgré les barrières et tout, et donc d'être capable de communiquer à travers le monde le problème que vit un pays, on n'aurait pas ça. Donc c'est un peu contradictoire comme démarche. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on a un gouvernement américain très contradictoire dans son regard, donc on doit un peu vivre de cette situation-là. Mais bref, c'est très, très triste de voir ces financements-là disparaître. C'est des organismes importants. Puis au-delà des organismes nationaux qui sont dans des pays plus à risque, il y a quand même un certain nombre d'offres qui est très intéressante à travers ce financement-là, qui était une aide très grande à travers le monde pour assurer une certaine forme de liberté dans laquelle il nous est très cher comme occidentaux. L'écrire des mots de passe sur un tableau blanc, ça revient souvent, je l'aime beaucoup parce que c'est dans le milieu de la santé en Angleterre, je crois, celle-là, qui a justement le fait que les mots de passe sont écrits sur des tableaux blancs. C'est un problème parce que dans le milieu des santé est très particulier, c'est ne pas comprendre le milieu, mais on n'a pas de meilleure solution. Et comme c'est souvent dans les systèmes publics, on n'a pas nécessairement les moyens de faire des changements rapides. Donc, tout ça combiné fait qu'on a des situations imparfaites comme d'écrire les mots de passe sur des tableaux blancs. Par ailleurs, c'est que pour des attaquants locaux, les attaquants à distance ne sont pas capables. Fait que c'est quand même dans le modèle de menace, c'est pas si pire. Même si on ne devrait pas faire ce genre de choses-là, ou on ne devrait pas afficher aussi sur un tableau blanc, ça aurait pu être caché un peu en dessous du clavier, par exemple. Ça aurait été déjà moins pire comme situation, mais bref, on est dans une situation assez particulière où on a un problème qui se résout par des mauvaises pratiques et qu'il va falloir changer par aller du passwordless ou d'autres technologies pour réussir à agir de façon efficace contre ce type de choses-là. Le DEFCON a banni 3 personnes qui sont liées aux Epstein Files. C'est une bonne chose. Je trouve que c'est bien. Puis c'est un peu aussi un rappel que la société s'organise sur le fait ou discipline ses membres pour avoir une certaine forme d'équilibre et de stabilité derrière son groupe en excluant les membres qui sont considérés un peu plus toxiques. Le système de justice est censé faire ça, mais clairement, aux États-Unis, à l'heure actuelle, ne fonctionne pas super bien ou ne s'adresse pas aux bonnes cibles. Mais d'un point de vue social, c'est une bonne chose de signaler fortement que ces comportements-là toxiques ou d'avoir encouragé des gens toxiques doivent être punis de façon cohérente et justement de rappeler aux autres que cela existe. Les États-Unis déploient un portail soi-disant pour la liberté. C'est assez particulier. D'un côté, ils arrêtent le financement, de l'autre, ils ouvrent un site web par le gouvernement américain d'ailleurs aussi. C'est super particulier pour contourner les sites barrés dans certains pays. Donc, les États-Unis ouvrent une porte légale pour permettre à du monde de contourner les blocages dans d'autres pays. Puis on voit que des pays bloquent les VPN, là, les États-Unis font ce genre de choses-là, fait que ça crée une situation qui est awkward fois 1000. Surtout qu'on lutte contre justement le contournement, les mesures, mais là, les Américains donnent des contournements de mesures. C'est pourquoi? Est-ce que c'est pour espionner aussi? Ça va mettre nécessairement un froid à beaucoup de pays européens qui essaient de limiter la piraterie ou les actes illégaux à travers ce blocage-là. Parce que bref, c'est très particulier. Et le dernier article, c'est une analyse qui dit qu'essentiellement, les lois du travail en Europe ralentissent énormément l'innovation. Puis l'analyse est intéressante. Mais pas tous les pays en Europe, certains. Là, il y a certains pays qui n'ont pas nécessairement les mêmes problèmes. La prémisse, c'est que c'est le coût que l'entreprise doit payer pour des expérimentations qui ont raté. Essentiellement, c'est que si on fait une expérimentation, ça rate, bon là, il y a un espace, les employés ont les compagnies doivent payer les charges des employés pendant très longtemps. Puis l'article, il donne un peu de regard sur ça, ce qui est très, très long. Il y a, je pense, deux pays européens qui ont des stratégies qui font que ce n'est pas la compagnie qui paie le coût de l'expérimentation ratée au sens en termes de salaire d'employé, mais en même temps en permettant aux employés
d'être correctement protégés. Il parlait notamment de la Suisse, puis l'autre pays, je ne me rappelle pas. Mais justement, d'avoir cette espèce d'équilibre-là, de permettre aux compagnies de faire des essais, donc d'innover, et de ne pas porter un coût de. Je pense que il disait c'était. En tout cas, c'était d'une longueur qui était quand même assez impressionnante en termes de durée. Donc, si la compagnie doit payer pendant plusieurs mois des employés après qu'un projet ait échoué, ça va réduire l'intérêt de cette compagnie à faire de l'innovation parce que ça va lui coûter trop cher s'il rate son coût. Quand on peut avoir un système qui est comme celui qui est proposé par d'autres pays européens, qui protège toujours les gens, les employés, c'est ce qu'il faut aussi, mais qui n'empêche pas les compagnies de faire de l'innovation, donc de prendre des risques et qui ne payent pas le prix s'il est trop élevé, s'ils ratent leur tentative d'innovation. Puis l'article est très intéressant, il démontre beaucoup de choses. Je trouve ça intéressant comme approche de voir que certains incitatifs ou certaines protections vont finir par nuire quand il pourra avoir des systèmes mixtes ou des systèmes autres qui protègent autant les employés, mais qui vont justement maintenir les compétitivités des compagnies. Donc, c'est à réfléchir. Bref, fin pour cette semaine. J'étais un peu fatigué. Ça paraît un peu aussi dans mon débit puis dans la clarté de mes idées. C'est la semaine avant le CECA, fait que c'est un peu plus tough de remettre tout en place. J'espère vous voir le plus grand nombre possible au CECA de se parler et de jaser ces choses-là. Bref, bonne semaine.